Bienvenue dans ce deuxième auditorium, toujours enregistré au Théâtre Clavel. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Alors, les difficultés de l'euro ont conduit les dirigeants européens, même les plus réticents, à accepter davantage de coordination entre les politiques économiques des différents pays. La crise est-elle un nouveau tremplin pour l'Europe, comme le pense Madame Lagarde ? Au menu des décisions prises dernièrement, on a le contrôle communautaire des budgets nationaux, le durcissement des sanctions financières, les menaces de suspension de droit de vote. Est-ce que ces mesures ont été prises volontairement, sous la pression? Est-ce que le Parlement européen est consulté et partie prenante de ces décisions? Vous êtes un parlementaire européen. Voilà quelques-unes des questions que l'on va aborder au tout cours de cette émission. Et pour commencer, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes député européen, est-ce que pour faire face à la crise, l'Europe n'est pas en train de reprendre son destin en main? Ça dépend de quel destin on parle. Si c'est l'expansion du caractère libéral de l'Europe, oui, c'est vrai. On est en ce moment dans une phase d'accélération inouïe de l'intégration politique et économique de l'Europe sous la houlette libérale. Ça, c'est vrai. Par contre, si on parle de l'Europe pour laquelle se sont battus notamment les gens de gauche, c'est-à-dire une Europe où le pouvoir des citoyens irait croissant et où la norme sociale irait s'harmonisant par le haut, la réponse est non. Ça va pire que jamais, et c'est même une reculade gigantesque qui est en train de s'opérer sous nos yeux. D'une certaine façon, comme c'est le caractère libéral de l'Europe qui est en train de l'emporter, les tendances les plus négatives de la précédente construction européenne sont en train de s'affirmer. Donc on est passé d'un modèle qui était adémocratique, où la question de la démocratie n'était pas essentielle. Bon, ce qui était essentiel, c'était d'être ensemble, de prendre un certain nombre de mesures. On est passé ensuite à un caractère autoritaire, c'est-à-dire c'est comme ça et pas autrement. Et ça a été la pluie de directives transposées par chacun des pays sans quasiment aucune discussion, ni aucun pouvoir d'amendement, ni aucune délibération collective. Ça, c'est le caractère autoritaire. C'est comme ça et pas autrement. Et maintenant, on est en train de passer à une nouvelle étape qui est de caractère totalitaire. Non seulement c'est comme ça et pas autrement, mais ceux qui ne sont pas contents vont la fermer et sont interdits et de parole et de décision. En l'occurrence, les peuples n'ont plus rien à dire sur toute une série de décisions qui touchent jusqu'à leur vie privée. Totalitaire, vous y allez un peu fort. On est dans une situation d'urgence. Il faut bien que les traités ne permettant pas de faire forcément ce qu'il faudrait faire, il faut bien que les dirigeants, les chefs d'État, qui ont quand même une légitimité démocratique, décident de nouvelles règles. Alors que les chefs de gouvernement qui ont en effet une légitimité démocratique se concertent et prennent des décisions, c'est une chose. On peut le comprendre et on peut discuter la nature de ces décisions. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose qui est concerté dans le cadre des institutions européennes actuelles et qui s'impose de gré ou de force à chacun des peuples, nonobstant leur souveraineté nationale, et à chacun d'entre nous, quoi qu'on en pense. Bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais si les États-Unis d'Amérique veulent savoir si vous cotisez à Al-Qaïda chaque mois, ils peuvent regarder votre compte en banque, vous ne le savez pas. C'est ce que les États-Unis d'Amérique ont obtenu sous prétexte de lutte contre le terrorisme d'une institution qui s'appelle SWIFT, qui elle-même coordonne 800 établissements bancaires et institutions financières en Europe. Les États-Unis ont obtenu le droit d'aller regarder dans tous les comptes. Bon. On n'a même pas obtenu la contrepartie. Donc ça, c'est une décision que je qualifie de totalitaire, parce que je ne suis pas d'accord, vous n'êtes certainement pas d'accord, quoique vous ne cotisez pas à Al-Qaïda, mais voilà, personne ne peut contrôler Le Parlement européen ne s'est pas opposé à cette mesure? Ah, bien sûr, le Parlement européen a fait une résolution, une première fois, qui s'est opposé à cette mesure. Voilà. Et avec cette résolution, je pense que la Commission a dû faire une ou deux jolies cocottes en papier, parce que les résolutions qu'adopte le Parlement européen n'ont pas de valeur législative. Le Parlement européen ne peut faire qu'une chose, amender des propositions qui émanent de la Commission. Vous me suivez? Et une fois que le Parlement fait ses amendements, il remonte normalement à la Commission et le dernier mot doit revenir au Conseil. Le Conseil, c'est l'ensemble
des représentants des chefs d'État et de gouvernement. D'accord? Bon, écoutez bien, c'est un petit peu compliqué, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça quand on comprend que le but, c'est d'arnaquer. Alors donc, le Parlement a amendé, la Commission regarde les amendements, dit « Ah ben moi, cet amendement-là, cet amendement-là, cet amendement-là, j'en veux pas, je ne suis pas d'accord. » Donc, elle transmet le texte amendé au Conseil et elle lui dit « Tel amendement, je ne suis pas d'accord. » Que se passe-t-il? Pour que le Conseil puisse dire eh « Écoutez, vous, la Commission, quand même, vous êtes gonflés, le Parlement a décidé tel amendement et vous n'en voulez pas. » Eh bien, pour qu'il puisse dire ça, pour qu'il dise « Écoutez, nous, de toute façon, on accepte les amendements », il faut qu'il délibère à l'unanimité. C'est un peu comme si une loi en France ne s'appliquait que si les 22 régions étaient d'accord, ou les 100 départements étaient d'accord. Il suffirait qu'il y en ait un seul qui dise « Ah ben non, pas nous », et aussitôt, tout serait bloqué. Voilà ce qu'est le fantastique pouvoir de codécision avec lequel se gargarisent toutes sortes de gens sur tous les plateaux de télé, avec lesquels ils viennent saouler et mentir, et naturellement au grand nombre. Quand je parle d'une dérive totalitaire, c'est lorsqu'on a constitutionnalisé les règles du fonctionnement économique. Voilà. Quand on décide, par exemple, qu'aucun Parlement ne pourra délibérer d'un budget si auparavant la Commission n'a pas dit « Ah, ce budget est correctement constitué ». Ça s'appelle du totalitarisme. Imaginez-vous que Chavez fasse ça. Hein? Imaginez-vous une chose pareille. Avant que le Parlement vénézuélien ait le droit de délibérer, eh bien d'abord il y aurait une institution révolutionnaire qui dirait « Ah ben ça, oui, on a le droit de l'examiner ou pas ». On pousserait des cris, des gorgées dans l'univers entier. Ben là, le Parlement, l'Europe propose de faire ça et personne n'y trouve rien à dire. Là, en l'occurrence, la Commission européenne n'est pas une instance révolutionnaire, c'est plutôt une instance un peu responsable. C'est un peu normal. Une instance, pardon, je suis en désaccord avec vous, c'est une instance révolutionnaire. Elle pratique une contre-révolution permanente. Elle est en train de changer le statut, écoutez-moi bien, de la propriété dans toute l'Europe, puisque en mettant par terre le monopole de tous les services publics au nom de la concurrence libre et non faussée, elle obtient le changement du statut de la propriété de fait. Deuxièmement, elle est en train de changer le statut de la souveraineté, puisque ce ne sont plus les peuples qui l'exercent, mais les règlements de la Commission. Donc vous voyez que changement de statut de la propriété, changement de la souveraineté, si ça ne s'appelle pas une révolution, qu'est-ce qu'une révolution? C'est donc, pour faciliter et clarifier notre échange, une contre-révolution, mais c'est une révolution. La Commission est un organisme révolutionnaire. Rendez-vous compte, elle a réussi à obtenir que tous les États européens se dessaisissent de leur pouvoir de contrôle et de solidarité, par exemple avec la Grèce. En Grèce, ce n'est pas le Conseil de gouvernement de l'Europe qui va suivre le plan d'austérité, c'est le FMI. Le FMI, il n'y a qu'un seul et unique pays au monde qui a le droit de déposer un droit de veto sur une décision, les États-Unis d'Amérique. Autrement dit, la seule puissance au monde qui peut s'appliquer, qui peut s'opposer à l'application de quelque chose en Grèce, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas nous les Français, ce n'est pas les Espagnols, ce n'est pas les Italiens. Et vous n'appelez pas ça une révolution? Bien sûr que c'est une révolution. Une révolution noire, une révolution contre-révolutionnaire, mais c'est une révolution. Je voudrais quand même revenir sur la décision de la proposition de la Commission qui est en voie d'être acceptée d'un droit de regard sur les budgets nationaux. En France, on a effectivement un certain nombre de réticences qui ont été entendues, mais Madame Lagarde s'est dite à titre personnel favorable et Dominique Strauss-Kahn, dans une émission de télé à une heure de grande écoute, a expliqué qu'il ne voyait pas du tout d'inconvénient à ce que la Commission examine auparavant, disant que, quand on veut faire une seule nation, il faut bien que les régions acceptent qu'on regarde leur budget, que ça s'était fait en France. Henri IV avait fait la France comme ça. Bon, alors c'est deux cas différents, Madame Lagarde et Monsieur Strauss-Kahn, parce qu'ils ne parlent pas du même balcon. Madame Lagarde représente le gouvernement de la République française, et donc nous sommes en droit d'exiger d'elle davantage que du directeur du FMI, qui lui est le salarié d'une institution internationale placée sous la houlette des États-Unis d'Amérique. Donc leur situation par rapport à nous n'est pas du tout la même. Voyons donc, commençons par Madame Lagarde. C'est une libérale, elle ne s'en est jamais cachée. Au moins, elle dit ouvertement ce qu'autrefois, quand on le disait nous, on nous accusait de faire des caricatures. Madame Lagarde est donc pour le dessaisissement de la souveraineté populaire des Français au profit d'une commission de comptables qui regarderait si le budget de la France est en déficit. Alors, parce que tout ça, il faut lui donner un contenu concret. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir son budget vérifié avant. C'est-à-dire, vous amenez votre budget, puis il y a une série de gens autour de la table qui disent « Oh là là, il y a trop de déficit ». Alors, trop de déficit, ça veut dire quoi? Madame Ashton, Monsieur Barroso, Monsieur Van Rompuy. Il y a trop d'instituteurs en France?
Il y a trop d'infirmières, il y a trop de policiers, il y a trop de quoi? Et c'est eux qui vont le dire. C'est eux qui vont nous dire, ah là là, écoutez, alors la baronne Ashton, qui naturellement n'est pas jugée partie, elle n'est pas anglaise, elle va dire, ah ben écoutez, les Français dépensent trop d'argent pour leur défense nationale. Hein. D'autant que maintenant qu'ils sont dans l'OTAN, il ferait mieux de donner des sous directement aux Américains, comme ça le problème serait réglé. Non, enfin, on plaisante. On voit bien que c'est un dessaisissement de la souveraineté populaire et, par là même, de l'identité de la République française. Parce que vous pouvez avoir des gens qui se définissent par le sang, la langue, ou je ne sais quoi. Mais la France, elle ne se définit par rien de tout ça. Elle se définit seulement par son contrat politique. Ce qui nous unit, c'est notre Constitution et notre devise liberté, égalité, fraternité. Donc, quand Mme Lagarde dit qu'elle trouve normal que la Commission examine, et donc en quelque sorte est un droit de veto, eh bien, elle nous ramène à avant 1789. Le monarque s'appelait le Bourbon, et aujourd'hui s'appellerait la Commission, M. Barroso et les autres marionnettes qui s'y trouvent. Donc de cela, il ne peut pas être question, et de ce point de vue, Madame Lagarde a dit quelque chose d'énorme et d'inacceptable. Quant à Dominique Strauss-Kahn, il parle en tant que patron du FMI. Le FMI n'a jamais rien fait d'autre de son histoire que de martyriser les peuples. Bon, par exemple, si vous proposez un seul plan, une seule fois dans un seul pays du FMI, en disant aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre? La réponse est connue d'avance, c'est non. Hein. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même recette. C'est moins d'éducation, moins de soins, moins de santé, moins de tout ce qui fait la vie, et plus d'économies pour permettre de rembourser les dettes aux banques, et ainsi de suite. Donc, Strauss-Kahn, dans cette affaire, c'est la voix des banquiers. Et il dit, écoutez, en Europe, vos histoires, ça commence à bien faire. Nous voulons qu'il y ait un contrôle maximum pour que vous restiez dans les canons du libéralisme. Attendez, quand il dit la France a été unifiée par Henri IV, je pense qu'il a dû rater quelques épisodes de ses études. Parce que l'unification fiscale et sociale de la France, mais surtout fiscale, ne s'est pas faite sous Henri IV. Et s'est faite sous la Grande Révolution de 1789. C'est là qu'on a aboli les privilèges féodaux dans la nuit du 4 août, et notamment les droits de ceci, les droits de cela, que les féodaux percevaient et qui morcelaient le marché. Alors je comprends pourquoi éventuellement Strauss-Kahn préfère prendre ces exemples dans l'Ancien Régime que dans la Révolution. Je comprends aussi qu'il préfère évoquer la figure bienveillante, ou supposait-elle, d'Henri IV plutôt que celle de tyrans plus cruels comme Louis XIV ou autres, mais c'est quand même bien ça qu'il défend. C'est pitoyable de la part d'un Français. Alors, dans l'ensemble des politiques qui ont été décidées pour ramener l'économie à un peu plus de raison, Nicolas Sarkozy a décidé de mettre dans la Constitution française l'interdiction, ou en tous les cas la limitation du déficit public. Cette mesure a l'air de satisfaire bon nombre d'économistes. En tout cas, elle satisfait M. Bayrou qui l'avait proposé en premier, et elle va très vraisemblablement trouver une large majorité à l'Assemblée nationale. Là, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de souveraineté. C'est des représentants élus qui vont... Mais c'est en toute souveraineté que l'Assemblée nationale a décidé de remettre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on reconnaît comme droit au peuple. C'est un petit peu la réponse qu'il faut faire à Dominique Strauss-Kahn. Quand un ensemble de peuples, puisque la France était composée de plusieurs peuples différents, fusionnent pour constituer une république une et indivisible, qu'est-ce qui est premier? C'est la souveraineté populaire. Le reste vient après, les règlements, les contrôles, les budgets, les assemblées, tout vient après. Mais on commence par dire, c'est le peuple qui est souverain. L'Europe, on a déjà essayé 10 fois de faire l'Europe. Ce n'est pas la première fois qu'on essaye. Les Romains ont essayé de la faire, les nazis ont essayé de la faire. Nous aussi, les Français, avec notre grande révolution, on a passé les frontières, vu qu'ils étaient venus nous chercher à domicile. Et on a repassé les frontières, et on a proposé le code civil un peu partout. Ce n'est pas la première fois, mais quelle est la caractéristique commune de tous ces échecs de l'Europe? Qu'est-ce qu'il y a de commun? C'est qu'on n'a jamais demandé son avis au peuple. Et ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais parce que ça ne peut pas marcher autrement qu'en unifiant le souverain, c'est-à-dire en donnant le pouvoir au peuple lui-même et à chaque individu. Donc la France, d'Ancien Régime, mais surtout avec la rupture de la Révolution, elle s'unifie par la souveraineté populaire. Voilà. Donc en Europe, on a le droit d'exercer des contrôles si on est tous à égalité. Vous voyez, il y a d'innombrables conséquences à ce concept-là. Et ça, c'est la réponse que je voulais faire pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure sur le FMI. Maintenant, mettre dans la Constitution l'interdiction du déficit, une mauvaise plaisanterie.
c'est un rêve des monétaristes. Hein. On pourrait aussi dire, on pourrait mettre dans la Constitution, toute personne qui ne rembourse pas ses dettes sera amputée des 2 bras et on lui crèvera les yeux. Hein, pour être sûr que, comme ça, on montre, on va le faire. Mais si on ne peut pas payer, on ne peut pas payer, Monsieur Soudet. Hein, on ne peut pas. Et là, c'est ce qu'on est en train de dire. Pour payer, il faudra couper. Couper quoi? Vous voulez supprimer combien d'écoles? Combien d'hôpitaux pour réussir votre sacro-saint équilibre? Bon. Ou alors, on me dit, eh bien, monsieur Mélenchon, soit on ne pourra plus avoir de déficit, et donc, nous vous donnons raison, nous allons taxer le capital à hauteur du déficit. Parce que c'est ça que ça veut dire. On bloque les comptes. Il faut donc remplir la caisse à proportion de la dépense. Quant à dire un déficit supportable, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Imaginez-vous, monsieur Soudet, qu'on soit en guerre. On n'aurait rien d'autre à faire que de changer la Constitution pour éviter d'être en déficit. Bon, je prends cet exemple caricatural et extrême pour montrer que l'idée de durcir et de constitutionnaliser des règles économiques est une folie. L'économie, ça n'est jamais que la manière avec laquelle les gens vivent ensemble, produisent, échangent. Et il est quand même frappant de voir que ceux-là même qui sont toujours pour la flexibilité la plus totale dans l'échange et dans l'économie, tout d'un coup, dès qu'il s'agit de l'intervention de l'État, là, il faut rigidifier et empêcher toute souplesse. Je pense que c'est une absurdité qui va contre la souveraineté populaire. Mais enfin, quand sur l'ensemble du territoire européen, les chefs d'État et de gouvernement se mettent d'accord pour coordonner les politiques économiques, est-ce qu'on n'est pas là quand même dans une unification, une harmonisation que vous-même vous appeliez de vos voeux précédemment? Vous disiez qu'il y avait un défaut d'harmonisation. Oui, mais c'est pas parce que vous aimez la musique que vous aimez toutes les musiques. Hein, et c'est pas parce que vous allez au bal que vous avez forcément envie de danser. Donc, qui se coordonne pour faire une Europe encore plus libérale et profiter des malheurs qu'ils ont eux-mêmes provoqués, parce que tout de même, s'il y a une crise, elle vient bien de quelque part. Il y a bien des gens qui ont encouragé la dérégulation financière, qui ont inscrit ça dans le texte du traité de Lisbonne. Donc c'est le résultat de leur œuvre qu'on a sous les yeux. Et ceux-là profitent de la crise qu'ils ont eux-mêmes provoquée pour venir durcir la politique qui a conduit à cette crise. C'est ça l'absurde de la situation. Donc, ce que je peux dire, c'est, vous voyez, on peut se coordonner pour prendre des décisions communes. D'accord? Donc ça prouve bien qu'on pouvait le faire. On m'expliquait qu'on ne pouvait pas le faire. Mais maintenant, il faut regarder quelles décisions communes sont prises. Celles-là même qui vont aggraver la crise. Donc, le fait qu'ils se coordonnent n'abroge pas notre droit et notre devoir de critique et d'examen souverain. Au contraire, et par conséquent, c'est ce que je fais. Est-ce que ça ne va pas quand même permettre à l'Europe d'exister plus, d'exister mieux sur la scène internationale? Alors, ça, c'est ce qu'il est de bon ton de dire. Hein. Mais non, évidemment que non. L'Europe va s'affaiblir, s'appauvrir, son économie va se contracter, les tensions entre les peuples vont s'accroître, et à l'intérieur des nations, elles vont s'accroître. On le voit, par exemple, en Italie, Silvio Berlusconi profite de la crise pour donner une accélération à la régionalisation de l'Italie, en se déchargeant sur les régions de toutes sortes de dépenses que l'État prenait autrefois en compte, en réduisant la participation de l'État à la vie de ces régions, de telle sorte que, par exemple, il a annulé le budget d'aide au sud de l'Italie. Bon, ça, c'est directement donner raison à la Ligue du Nord, qui, elle, est pour repousser l'Italie du Sud. Donc l'Italie est en danger dans son unité nationale. C'est un pays récent, l'Italie, ça date de 1860. De la même manière, en Belgique, on voit les tensions entre les Wallons et les Flamands, elles s'accroissent. Pourquoi? On dit pour des raisons du parler, pour les raisons qu'on appelle ethniques. Moi, je n'aime pas trop cette référence-là. La vérité est la suivante. Les Flamands disent, nous, on a assez de payer pour les Wallons. Bah, nous, après tout, en France, pour vous donner un exemple, on pourrait dire, ceux de la région parisienne sont très riches, pourraient dire, bah, écoutez, nous, on en a marre de payer pour la Lozère ou pour la Creuse ou je ne sais quel département dont la balance du commerce extérieur est extrêmement déficitaire aujourd'hui. Hein. Donc, c'est ça le principe. La France, c'est un État unifié. Et souvent, nous avons tendance à croire que tous les autres sont dans la même situation que nous. Non, ce n'est pas du tout le cas. Donc, l'affaiblissement de l'Europe, son affaiblissement économique par rapport à la zone asiatique et par rapport aux États-Unis d'Amérique qui sont en train de tirer leur épingle du jeu, va conduire à une aggravation de toutes les tensions sur le continent européen. Ce que j'ai dit, c'est déjà passé dans le passé. Et je suis fondé à penser qu'hélas, les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. C'est même une loi de base de la science.
Rapidement, on a vu l'Europe prendre un bon nombre de décisions ces derniers temps, des fois même revenir et corriger ces traités sur des parties qui n'allaient pas. Qui décide véritablement, qui prend véritablement ces décisions? Est-ce que on a une amélioration du processus de décision depuis l'adoption du traité de Lisbonne? C'était quand même une des grandes avancées de ce texte. Oui, oui, c'est ce qu'on a dit, que c'était une grande avancée, et c'est en effet considérable. Autrefois, par exemple, il y avait une personne qui était responsable des affaires étrangères, le haut représentant. Maintenant, nous avons le président de la Commission, M. Barroso, le président permanent du Conseil, M. Van Rompuy, la baronne Ashton, qu'il ne faut pas oublier, plus le président tournant. Donc 4 personnes dorénavant qui s'occupent du même sujet. Et nous avons créé un corps de 5000 fonctionnaires pour prendre en charge une politique extérieure qui, par ailleurs, n'existe pas. Et pour cause, puisque c'est une compétence qui n'a jamais été transmise au Parlement européen et qui est exclusivement l'apanage du Conseil de gouvernement, c'est-à-dire des 27 pays. Et vous imaginez qu'en matière de politique extérieure, fort heureusement, la politique extérieure de la France n'est pas placée sous les mêmes objectifs que celle de la Lituanie ou de l'Estonie, pour ne prendre que ces 2 exemples amicaux. Donc tout ça est hélas, et tout ça est pitoyable. Les institutions n'existent pas qui permettraient de faire face. Maintenant, alors on me dit, et le Parlement européen, M. Mélenchon, on espère de moi qu'étant devenu député, je vais dire monts et merveilles de l'institution dans laquelle je siège. Eh bien non. Mais vous avez quand même du pouvoir au Parlement européen. Il y a eu plus de pouvoir accordé dans les derniers textes. C'est ce qui se raconte, mais c'est naturellement totalement faux. Le Parlement européen, contrairement à tous les parlements du monde, n'a jamais, si peu que ce soit, l'initiative des lois. Le Parlement européen ne peut qu'amender les textes transmis par la Commission. Les textes transmis par la Commission sont ensuite, lorsqu'elle s'oppose à un amendement, soumis à la règle de l'accord à l'unanimité des 27 États pour repousser une contre-offensive de la Commission. Le Parlement européen ne délibère pas avec un pouvoir souverain sur le budget, ce que font toutes les assemblées du monde. Et après ça, on vient me parler des pouvoirs croissants du Parlement européen. C'est vraiment une mauvaise blague. Les sujets essentiels, les tarifs douaniers, l'harmonisation fiscale, passons, elle est interdite, mais les tarifs douaniers extérieurs, l'organisation du marché intérieur, je prends que ces 2 questions, la politique étrangère, en voilà 3. Ces 3-là, en aucun cas, ne sont soumis à l'appréciation du Parlement européen. C'est entièrement le Conseil et la Commission qui ont le pouvoir. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce Parlement croupion qui ne peut ni délibérer du budget en ayant un pouvoir de décision, ni faire des lois, et qui, dans les domaines essentiels de la vie économique et sociale, n'a aucun pouvoir? C'est un Parlement de quoi, ça? Autrefois, sous Ancien Régime, on appelait ça un Parlement croupion. Les États généraux qu'a rassemblé Louis XVI ont eu plus de pouvoir que le Parlement européen aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, avec le tableau que vous faites d'un Parlement européen croupion, d'un Parlement national qui n'aurait plus la primeur de l'examen du budget, vous n'allez pas relever le taux de participation électorale aux prochaines élections. Les gens se demandent, mais pourquoi voter pour des gens qui ont si peu de pouvoir? Eh bien, une des raisons de voter, ça pourrait être justement de voter pour le rendre, ce pouvoir. On a dit d'une manière un peu piquante au parti de gauche que nous étions pour élire le dernier président de la Ve République. Pourquoi le dernier? Parce que c'est la Ve République elle-même qu'il faut changer. La changer pour en faire quoi? Une nouvelle constitution qui donne réellement le pouvoir au peuple. Les circonstances qui ont conduit à ce système qui est unique en Europe, tout concentré sur une personne, il n'y a pas un autre gouvernement en Europe qui fonctionne comme nous en France. D'où c'est venu ça? On va appeler ça gentiment d'une pression, d'aucuns avaient dit à l'époque, d'un coup d'État. Démocratique certainement, du général de Gaulle en 1958 au moment de la crise de l'indépendance algérienne et de l'effondrement économique de la France qu'elle est avec. Celui qui avait parlé de coup d'État a finalement trouvé que le coup d'État avait accouché d'institutions qui étaient finalement assez confortables. Ça, c'est vous spéculez sur les intentions de François Mitterrand, mais moi je me souviens de la phrase où il a dit « ils étaient dangereux avant moi, leur deviendront après ». Je m'en tiens à ça. Mais en attendant, cette Ve République, il avait fait une tentative pour la changer. Et bon, le Parti socialiste n'avait pas embrayé à l'époque. Je me rappelle avoir été assez isolé avec Lindemann et Drey pour faire une convention pour la Sixième République. C'était en 1992. Et à l'époque, le président Mitterrand avait constitué un comité avec des constitutionnalistes pour faire des propositions. Tout ça n'a rien donné parce qu'il n'y avait pas l'élan, il n'y avait pas l'impulsion, et puis surtout, il y avait le Parti socialiste qui, lui, est très à l'aise
dans la Constitution de la Ve République. J'en profite pour rappeler au passage que la SFIO, qui est l'ancêtre du Parti socialiste, a voté la Constitution de 1958, que personne ne l'oublie jamais. Donc on comprend qu'il y a une espèce de fil conducteur pour eux, mais pas pour nous. Nous, on pense que le bon régime, c'est un régime d'assemblée avec un gouvernement responsable devant l'Assemblée. La première des choses à faire, c'est de récupérer la souveraineté populaire. Donc des institutions qui, en France, soient des institutions qui permettent une véritable respiration démocratique, ce que l'actuelle monarchie républicaine ne permet pas, chacun peut le constater. Puis après, il ne faut pas simplement parler de manière abstraite des institutions, il faut regarder pourquoi faire, qu'est-ce qu'on veut récupérer. Hein. On veut récupérer notre souveraineté en matière de défense. C'est quand même un sujet sérieux, ça, hein, dans une période de tension. Il ne peut donc plus être question d'être comme ça, embringué dans les aventures de l'OTAN pour aller faire, sous prétexte de chasse à Al-Qaïda,